Salut, ici Jean-Marie Lapointe, bienvenue sur les ondes de Canal M à l'émission Porte-Parole. C'est quoi le but de l'émission? L'émission, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut vous toucher, vous inspirer, puis vous partager la démarche personnelle et intime de notre invité, vous faire découvrir le sens de sa vie et aussi du but de son existence à travers son rôle de porte-parole. Viktor Frankl a déjà dit que l'important n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que nous apportons à la vie. Au lieu de se demander si la vie a un sens, il faut plutôt s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie, à chaque jour et à chaque heure. Et c'est ce que je m'en vais faire, donner un sens à la prochaine heure avec Francis Redé. Merci d'être là. Écoute, c'est un cadeau que tu me fais, Jean-Marie, d'avoir le plaisir d'être avec toi pendant 1 heure. C'est moi le chanceux. Yeah. On va déballer ce cadeau-là ensemble pendant 1 heure. Le tout début de l'émission, c'est un thème musical. Je vais te faire sourire parce que tu sais que je suis musicien. Ouais. Tu l'as vu, on a fait de la musique ensemble avec aussi Frédéric, ton frère. Ouais. Et c'est un thème que j'ai composé à partir des bandes originales de mon père. La chanson La Scène. Je ne l'explique pas à chaque fois qu'on entend le thème, mais j'aime tellement ça, me fermer les yeux puis d'écouter ça, parce que j'ai pris les bandes, les violons surtout, c'était les arrangements de Yves Lapierre de l'époque. Puis là, j'ai composé, remixé. Puis j'aime ça et je vois mon père, j'y avais déjà fait écouter puis il l'aimait en plus. Mais je t'en parle parce que tu es venu au salon quand papa est décédé. Puis je le sais que je suis présent dans ta vie aux dates spécifiques du décès de ta mère puis de ton père. Ouais. Mais jamais j'attends en retour le retour de l'ascenseur. Et quand je t'ai vu arriver au salon, ça m'a tellement fait chaud au cœur, là. Puis je te voyais parler avec les gens autour. Je te voyais t'intéresser à tout le monde. Tu as même parlé à André Tremblay, la maman de Lani, de la Fondation Lani. Et là, j'étais tellement... Je regardais ma vie, je dis, c'est-tu que j'ai une belle vie d'avoir tout ce beau monde-là autour de moi? Je veux juste te dire encore un gros merci. C'est fou parce que... C'est drôle parce que je pense que ta nature n'accepte pas les merci. N'accepte pas les « je te remercie, Jean-Marie ». Ça rebondit tout le temps. Quand je te l'envoie, ça rebondit ailleurs. Sauf que ta façon d'être, ta façon d'être avec l'autre, avec les autres, c'est drôle parce que je t'observais moi aussi au salon pendant que tu recevais les gens, que tu t'attardais vraiment à chacun, chacune. Alors, et c'est comme si tout ça a tellement de sens dans la vie, tellement, puis le fait que avec toutes les années, ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait très, très longtemps, et qu'on ne se côtoie pas nécessairement, mais je sais que tu es là. Bien sûr, dans ces dates spécifiques-là, mais je sais que tu es là tout court. Je sais que tu es là. Alors donc, j'ai juste envie d'être là de la même façon avec toi. Puis je pense que j'ai aussi une nature qui vient de mon père d'être attentif à l'un et à l'autre. C'est ça. On a des modèles. Des fois, on construit quelque chose parce qu'on n'a pas de modèle. Ça peut arriver. Puis je trouve ça encore plus remarquable. Parce que quand tu... t'as pas eu de personnes qui étaient attentives aux autres, puis que tu le deviens, je dis, mon Dieu, c'est fantastique. Sauf que lorsque tu l'as, tu fais, c'est un cadeau que j'ai eu de mon vivant, avoir vu mon père qui s'attardait à mes amis, qui s'attardait à tout le monde, qui dans un centre d'achat, elle s'assoyait sur un banc, puis elle allait jaser avec la personne, puis je suis convaincu que la personne allait repartir en disant, coudonc, qu'est-ce que j'ai vécu là? C'est fou, ça. C'est fou, ça. S'attarder à l'autre. Mais c'est fantastique. C'est la vie. C'est ça. La vie est là à tout moment, à chaque instant. Sommes-nous présents? C'est ça. Puis ton père, tu viens d'en faire une belle définition, c'est qu'il était présent. Il était présent à ce moment-là. Ouais. Alors peut-être que je suis maladroit dans ma façon d'esquiver le merci et je ne l'esquive pas, je m'en remplis. Alors quand tu me dis merci, je l'entends, ça rentre dans mon cœur, puis j'en suis riche. C'est ce qui fait que quand on donne du temps comme porte-parole, c'est que j'ai l'impression que tant qu'on a l'impression de recevoir plus que ce qu'on donne,
on poursuit l'aventure. Et ça, toi, tu l'as fait. Tu l'as fait comme porte-parole, là. Écoute, oui, le Téléthon. Hein, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de l'Opération Enfant Soleil. Ouais. Le défi 5-50, j'arrête, j'y gagne. T'en as fait, le mois de la nutrition, puis tout ce qui s'appelle de la bonne bouffe, le vin, t'en as fait. T'es devenu un ambassadeur. Tu sais, t'es un bon vivant. Mais t'es un bon vivant, mais t'as côtoyé aussi la mort, la maladie, la souffrance. Alors, comment fais-tu pour continuer avec, tu sais, t'as eu un enfant qui était malade, puis là, on en parle aujourd'hui parce qu'il va bien, mais t'as souffert aussi. Alors, comment tu fais pour continuer à mordre dans la vie? Parce que quand je t'écoute à la radio, là, à ton émission, quand je te vois à la télé, je dis, ce gars-là, là, il mord dans la vie. Ben, d'abord et avant tout, parce que la vie, c'est un privilège pour moi. Vivre. Je trouve que c'est remarquable. Je n'ai jamais eu encore le doute sur la vie. C'est drôle parce que je vais revenir à ce que tu m'as dit, mais je regarde souvent des gens plus âgés. Ça fait longtemps que j'observe ça. Il y a des gens qui, vieillissant, voient ce qui n'est pas beau. Il y a des gens qui, vieillissant, voient ce qui est beau. Il y a des gens qui avec... Tu sais, plus tu vieillis, plus tu devrais, à quelque part, accumuler les difficultés de la vie puis la trouver difficile, la vie. Et lourde. Puis il y en a plein pour qui ils ont eu des moments très, très tough, mais qui persistent à dire « Wow, qu'elle est belle! » C'est comme si l'instinct de survie, appelons ça comme on veut, l'instinct de survie. Puis c'est sûr que depuis que je suis né, chaque jour, chaque moment de réveil, le matin, tout le temps, il y a une notion de joie. Naïve, avec candeur qui apparaît. Après ça, ça peut se virer de bord d'un bord puis de l'autre, mais c'est là à la base. Puis pourquoi avoir continué? Pourquoi être porte-parole? Pourquoi vouloir le faire toujours? J'ai toujours été conscient que j'avais pas nécessairement à porter la douleur de l'autre. Que je ne pouvais pas oser même prétendre porter la douleur de l'autre. Exemple, là, si on pense aux enfants malades, c'est la chose, tu sais, quand on perd, il y a un mot, je me rappelle, il y a un mot qui n'existe pas dans la langue française, c'est pour nommer son enfant qui décède. Quand tu perds ton mari ou t'es veuf ou veuve, quand tu perds tes parents, tu deviens orphelin. Quand ton enfant meurt, on n'a pas voulu le nommer. Et je me rappelle à chaque fois qu'il y avait des moments excessivement difficiles où on me racontait des histoires, où j'étais témoin d'une histoire. Tout le temps, je me dis, ça ne m'appartient pas, c'est pas moi. Donc, je ne vis pas un moment difficile. Non. C'est l'autre personne qui vit un moment difficile. Et donc, pour être utile, parce que quand tu es porte-parole, tu veux être utile. Ben oui. Donc, tu veux rester groundé, le recevoir, être à l'écoute, être présent. Mais après ça, j'ai pas le droit de m'approprier la peine de l'autre. Mais tu peux la ressentir. Tu ressens, là. Regarde, j'en ai pleuré un lot et une barge, puis il y a des moments... une évocation d'un moment bien précis. Je reçois un appel d'une famille. Il y a un petit garçon qui était à Sainte-Justine. Et c'était la fin de sa vie. Et il voulait me voir. Deux choses sont passées dans ma tête. Je dis, mais je ne suis pas de la famille. Je ne peux pas être là. Ça n'a pas de sens. C'est la fin de sa vie. Je n'ai pas d'affaire là. Puis deux, je dis, mais il veut que je sois là. Je ne peux pas être là. Il souhaite ça. Alors, je me rends. Il y avait ses parents. Puis il s'appelait Francis. Oh. Puis il est d'une faiblesse sans nom, mais un visage d'une sérénité incroyable. 12 ans, je pense qu'il avait. Puis il a pris ma main. Et il y avait une fenêtre dans la chambre d'hôpital. Puis il m'a dit, regarde, très faible, un souffle vocal. Il dit, regarde les feuilles, le vent dans les feuilles.
C'est beau. Hein? Puis là, un silence. Puis d'un coup, il fait juste me dire, dis à tous ceux que tu aimes, que tu les aimes. Il m'a fait venir pour me dire ça. C'est tout. Alors, pourquoi j'ai voulu continuer à être porte-parole, c'est parce que tu touches à ce qu'il y a de plus profond et de plus vrai et de plus translucide. Sans masque. C'est juste vrai. Tout ce qui est de plus lumineux dans la vulnérabilité. Ouais. Mais tu le faisais pas, ça, déjà? Dire à ceux que tu aimes que tu les aimes? Oui, sauf que... oui. Okay. Mais avec une telle pureté, avec une telle... tu parles de lumière, là, avec une telle lumière, peut-être pas aussi conscient de la portée des choses. OK. Je pouvais le dire sans être totalement conscient que ce que tu dis, c'est reçu ou c'est important. Wow. Donc, lui, ce petit garçon-là, Francis, qui s'appelait, à partir du moment où il te dépose ça, dis à ceux que tu les aimes, à ceux que tu aimes que tu les aimes. Ouais. Là, tu l'as dit avec une qualité de présence que tu n'avais jamais probablement donnée. Écoute, c'est vécu. Regarde, il y a plus, cet enfant-là n'avait plus aucun filtre. Non. Aucune épaisseur, aucun masque, rien. Aucun sous-entendu, rien. Juste plus que vrai. Parce que il touchait à la fin de la vie, à cet âge-là. À cet âge-là, il touchait à la fin de la vie. Il était dans une totale absence d'ego et surtout, il n'y avait rien à gagner. Complètement. Rien. Rien à gagner. Rien. Il avait juste envie de te donner ça. Et c'est fou parce que être porte-parole, c'est d'abord et avant tout n'avoir rien à gagner. C'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est fou parce que j'ai eu, à un moment donné, à prendre la décision de laisser Opération Enfant Soleil. Okay? J'ai pris cette décision-là parce qu'à un moment donné, je me suis dit, la ligne entre m'occuper des miens, de mes proches, et m'occuper des autres, ça devenait à un moment donné... J'en suis venu à me dire, est-ce que c'est pas ça que je devrais juste faire dans la vie? Voilà. Ça. Est-ce que c'est pas là où c'est utile? Est-ce que le métier que je... Oh, ça, c'est mon alarme. Pourtant, j'ai payé mon parcours. C'est-tu drôle? Alors, donc, je me suis posé la question, est-ce que tout le reste du métier que je fais a du sens? Ouais. Et donc, c'est majeur, là. Quand je dis que c'est majeur, c'était majeur. C'est parce que j'ai fait, OK, je lâche tout, je fais juste ça. Ça, c'était beaucoup plus important que tout le travail que j'accomplissais ailleurs. C'est fou, là, parce que tu voulais remettre en question ta carrière, complètement, tes priorités. Complètement. Soit que je suis porte-parole, mais à temps plein, puis je fais juste ça. C'est ça. Mais là... Mais en même temps, il y avait quelque chose... Donc, et là, la question qui s'est posée, c'est est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que si je peux être porte-parole, c'est parce que j'ai une reconnaissance ailleurs. Les gens veulent, parce que je travaille, parce que j'ai une image. Donc, les gens veulent que le travail que j'accomplis me permet d'être porte-parole. Donc, tu comprends? Sauf que j'étais rendu avec un vrai déchirement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Très clair, je vais te poser une question. Ouais. Parce que c'est exactement à la même place. Te souviens-tu à peu près à quelle époque? Une seconde, il faut que je calcule. Ouais, à peu près, oui. As-tu une année, grosso modo? 2001, peut-être, dans ce coin-là. Ça a de l'allure. Je vais te dire pourquoi. À partir de 2002, j'ai fait de ma vie une œuvre presque à temps plein dans le bénévolat. Oui. J'étais
de toutes les causes avec lesquelles je suis encore impliqué. Mais je suis invité à ton émission. Je ne sais pas si c'est Kiwi et les hommes, mais en tout cas, tu fais une émission à Radio-Can, mais je pense que c'est une émission de cuisine, mais je ne suis pas sûr que c'est les Kiwi. Okay. En 2002-2003, qu'est-ce que tu animais à Radio-Can à ce moment-là? Te souviens-tu? 2003. Je pense que les Kiwis, j'ai commencé en 2005. Bon, mais c'est un petit peu avant ça. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à ce moment-là, je suis invité à ton émission. Et tu m'avais dit quelque chose comme hey, Jean-Marie, oublie pas, il faut que tu gagnes ta vie. Et je pense que j'avais été invité avec mon père. Puis tu lui avais dit avec mon père. Tu lui avais dit, puis moi, c'est même mon père qui me l'avait dit après. Et j'avais pas senti ça comme un reproche, mais pas loin. Et tu m'avais dit, ou tu avais dit à mon père, hey, tu sais, il faut pas que Jean-Marie oublie de gagner sa vie. Là. C'est bien beau, là, accompagner les enfants, le défi sportif, le kit, mais il faut pas que ça aille au détriment de sa carrière. C'est-tu drôle, hein? Tu venais de vivre. Là, je viens de catcher parce que je t'aime et je sais qu'on a un cœur bien similaire. Et j'avais pas compris. Il me disait, mais pourquoi qu'il me dit ça? Pourquoi qu'il a dit ça à mon père? Il veut-tu que j'arrête de faire du bénévolat? Mais c'est parce que c'est en lien avec ton questionnement. C'est fou, hein? Je t'en ai jamais parlé de ça. Mais c'est fou comment la synchronicité de ce moment-là dans ta vie, tu me l'as transposé et que quelque part, j'ai longtemps médité là-dessus, puis je me suis dit, autant il y a André Sylvain qui avait composé la chanson « On perd sa vie à la gagner ». Moi, je voulais pas perdre ma vie, mais je ne voulais pas me perdre dans le bénévolat. Vois-tu la nuance? Oui, complètement. Alors, quelque part, c'est drôle parce que ce questionnement-là, tu l'as eu et moi aussi. Hein? Alors, c'est toujours, qu'est-ce qui résume ça? C'est un proverbe chinois. En fait, c'est Goethe. Goethe, il a dit, dans la vie, pour être heureux, il faut se promener avec 2 sacs. Un pour donner, puis l'autre pour recevoir. Et regarde l'image de la balance. Il faut être dans le recevoir et dans le donner constamment. Et si on privilégie l'un au détriment de l'autre, ça fout le camp. Donc, c'est un peu ça que tu as vécu comme questionnement. La balance. C'est exactement ça. C'est ça, hein? Exactement ça. C'est parce que lorsque ça arrive, tu dis, bon là, j'ai des enfants, il y a comme un... mon Dieu, ça me rappelle, je retourne là, des regards d'enfants qui font, là, je peux pas, je fais ça, je peux pas, je vais là. Puis vraiment, quand je dis, puis je pense que je suis pas seul, je pense que tout le monde qui est porte-parole et qui trouve un sens à ça, inévitablement, c'est comme si les autres membres autour de la famille sont aussi porte-parole ou font parce que c'est accepter l'absence. C'est accepter tout ça, là. C'est accepter tout ce que ça veut dire. C'est accepter les... Voilà. As-tu senti des fois de la souffrance de ton absence de la part de tes proches parce que tu étais hyper occupé et hyper engagé? Oui. OK. Ouais. Faut pas dire non. Oui. OK. Ouais. Oui, parce que je suis probablement, sans être hyper actif, je suis très, 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 très actif. Donc, ma capacité de faire 1000 choses, c'est infini. Puis donc, je faisais ces 1000 choses-là. Et donc, cette roue-là faisait que je faisais des tournages à l'extérieur, je faisais des tournages de voyage, je partais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fallait que je trouve une façon de rééquilibrer cette balance-là que tu as évoquée tantôt, de cette essentiel. Et je regrette pas, puis j'ai été porte-parole d'autre chose par la suite. T'sais. C'est juste que là, ça a été le moment charnière qui a fait, est-ce que la balance devient malsaine? Exact. Et tu ne peux pas tout le temps te reposer sur une partenaire de vie, Brigitte, qu'on adore, que j'aime beaucoup. Ta belle Brigitte Saint-Guerre, elle ne peut pas tout le temps essuyer. Ben non. Elle ne peut pas tout le temps remplir les cases que tu laisses vides parce que tu es partout. À un moment donné, un partnership,
c'est du donnant-donnant. Ouais. Si tu veux que Ouais. ça fonctionne, ta vie de couple, Ouais. t'as aussi ça. Donc, Ouais. l'enjeu, et Mère Teresa elle l'a tellement dit, si vous voulez faire la différence dans le monde, rentrez chez vous et aimez votre famille. Oui. C'est Mère Teresa qui dit ça, en plus. Donc, avant de sauver les Oui. enfants du monde entier, Ouais. assure-toi que les Ouais. tiens manquent de rien Complètement. et ne manquent pas leur père. Ouais. C'est ça, dans le fond, là. Mm. Donc, parce que c'est ça l'enjeu. T'aimes ta vie, t'es bien payé, t'es bien gâté, tu vis dans une belle abondance, une belle sécurité. Alors, c'est sûr qu'on a un élan de générosité pour donner, mais il faut pas sacrifier ce qu'on a, notre plancher. Et c'est comme ça aussi où on est un bon porte-parole. Tellement. Parce que tu as le ground des solides. Exact. Parce que les valeurs de vie sont solides. Donc, quand tu donnes ce temps ou tu offres ce temps, ben, dans ta tête, c'est clair, c'est solide et Oui. c'est pertinent. Puis donc, tu fais la bonne chose. Si tu donnes beaucoup de temps, mais que tu crées un déséquilibre de l'autre côté, il y a quelque chose. Non, ça marche plus. pas. C'est incohérent. Ouais. Au moment où on se parle, es-tu porte-parole de quelque chose? Non. C'est ça. Non, T'es pas à la Ouais. retraite, non. t'es comme en jachère. Ouais, T'es- je change t'es- à chair. Pendant des années, j'ai été. Je suis encore un peu lié, mais j'ai mis beaucoup de temps sur l'Association des troubles d'apprentissage. J'étais porte-parole de ça. Parce qu'un de mes gars avait un trouble d'apprentissage, des Ouais. troubles d'apprentissage, et puis je me suis impliqué beaucoup. Puis c'est très particulier, un trouble d'apprentissage. On peut parler de déficit d'attention, on peut parler de déficit d'attention avec hyperactivité, on peut parler de dyslexie, dysorthographie, de tout ce qu'on, OK, tout ça. Et puis là, j'en ai mis beaucoup de temps, beaucoup. Et parce que je vois à quel point dans les écoles, malgré le fait qu'on dit qu'il y a un encadrement, c'est très, très fragile tout ça. Très fragile. Et j'ai été tellement témoin à quel point une école peut être handicapante pour ces enfants-là. Mhm. Au lieu de les aider, ça nuit à un enfant. Très souvent, une Ouais. école, lorsque tu as des troubles d'apprentissage, alors que tu dis, il y a des troubles d'apprentissage, c'est bon l'école, mais sauf que la structure de l'école est tellement mal faite que donc j'ai beaucoup mis de temps là-dessus, beaucoup. Alors, Ok. puis là, à un moment donné, j'ai comme, OK, je vais me poser là-dessus, mais c'est clair que tu ne peux pas te sortir de cet univers de vouloir soutenir, de vouloir aider, ça se peut pas. Mais non, Je dis, tu peux pas, c'est en toi. c'est dans ton Tu fais ça, ADN. complètement, L'engagement complètement. social, humanitaire, Ouais. il est là, il Ouais. sera toujours là. Mais c'est ce qui fait que tu n'es peut-être plus aussi relié à une cause de façon exclusive comme avant. Par contre, quand ton ami Jean-Marie t'appelle Eh oui. pour venir remettre des médailles aux défis sportifs, tu dis tout le temps oui. Oui. Parce que tu le sais que ça va durer un petit 2-3 heures, puis après ça, ça revient. Donc, tu restes quand même, j'allais dire, disponible. J'en fais pas Hein? mal. T'en fais pas mal, hein? Mais en Oui, même temps... mais je suis pas le porte-parole. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, puis en même temps, tu l'as dit tantôt, je me souviens pas dans quel terme tu as dit, mais tu sais, être porte-parole, il n'y a pas de gain. Il ne devrait pas avoir de gain personnel. It's not about you. C'est ça, là. Et ça, c'est important de le garder. Donc, c'est un rôle qui devrait être humble. Complètement. Complètement. Donc, si t'es pas porte-parole présentement, si tu avais une cause, de toutes les causes qui existent présentement, y en a-tu une qui te ferait, OK, ça, je serais capable de mariner une couple d'heures par semaine. Ça, là, je l'aime, là. Où je sens que je peux apporter quelque chose de concret là où je suis présentement dans ma vie, où je suis rendu. Spontanément, là, possiblement dans le soutien à la solitude des gens plus âgés. Parce que autant j'ai trouvé, moi, que notre société, sincèrement, je le pense un peu moins, mais je l'ai pensé pendant des années, j'ai pensé que la société québécoise n'était pas fou de ses enfants, contrairement à cette phrase-là. Je pense que ça a été le contraire
pas à peu près. Mhm. Eh bien, je pense que la société québécoise n'a pas été amoureuse de ces personnes plus âgées. Mhm. Puis ça, mon feeling, c'est là que j'y ai. Ouais. Au-delà que nous soyons des personnes âgées en devenir si on vit aussi Ouais, longtemps, ouais. au-delà de ça, du fait qu'on va se retrouver là, c'est quand tu le regardes présentement, tu te dis, ça n'a pas d'allure qu'on leur fasse subir ça. Ça va, c'est complètement... C'est invraisemblable. C'est C'est invraisemblable. Ben non. Puis quand tu regardes les millions qui sont investis dans les écoles, pas les écoles, mais les hôpitaux pour enfants, puis qu'on manque de lits en soins palliatifs, puis on devrait rendre accessible encore plus Yeah. l'accompagnement en fin de vie, Complètement. l'aide médicale à mourir. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Il y a un Comme- décalage. Comme si on n'allait jamais vieillir. Oui. Et comme si... Et en plus, on a une société qui a décidé qu'on allait créer des institutions pour s'occuper de ça. Mhm. OK? Puis pensant que lorsque tu as créé une institution, c'est fait, on s'en lave les mains. Et c'est pas ça la réalité. Ben non. C'est pas ça. Puis ça et tout l'aspect humain ne peut pas être... on ne peut pas se fier juste à l'institution pour s'intéresser à ce qui se passe pour l'être humain, le cœur de l'être humain, la tête et le Ben cœur non. de l'être humain. Ça se peut pas. Ça. Et l'autre, Ah. c'est probablement pour... probablement pour mieux soutenir toutes les personnes qui viennent, j'appelle ça moi, qui viennent enrichir le pays ici et qui sont totalement désemparées. Puis, oui, on est une bonne société, mais on est une société qui a bien des défauts pour soutenir tous ces nouveaux arrivants-là. Là. Mhm. Ça aussi, je pense que j'aimerais ça. Je pense que oui. Pas juste je pense. Ah, Je sais que oui. il est convaincu. Oui, je sais. Puis tu le sens. Oui, c'est ça. Ah ouais, regarde, oui. Oui, puis s'il fallait que tout d'un coup une association m'appelle, Ouais. je pense que j'embarquerais. Je sais que t'aimes la bouffe qui vient d'ailleurs. Je sais que t'aimes les voyages. T'aimes l'humain, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Non, rien, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a 5-6 ans, je vais aller dans une caisse, une banque. J'étais avec ma blonde, mon épouse. Puis là, dans une situation au Québec qui était assez tendue, liée aux différences liées aux religions. Mhm. Puis là, la dame, on parle, on discute, puis je fais juste dire à la dame, « Oh, ça doit être difficile pour vous, ces jours-ci, ce qui se passe au Québec. » Là, c'est une femme d'affaires, là, à qui je parlais, hein? Une femme dans les sous, là. Elle s'est mise à pleurer, direct. Puis elle me dit, ça fait 10 ans que je gravis les échelons dans l'institution où je suis. Et j'ai l'impression que tout va s'écrouler. Elle venait d'arriver, elle est arrivée il y a 10 ans, elle avait réussi à faire, puis là, elle avait un poste, tout ça, puis elle a l'impression que là, oups, tout peut disparaître, comme ça, comme si ça ne comptait pas. Soutenir ces familles, ces enfants, ces femmes, ces hommes. Ouais. Et qu'il y en a qui viennent d'ailleurs, et l'ailleurs est l'enfer. Et l'arrière l'enfer. Oui. Puis même, puis même si l'ailleurs est l'enfer, le courage de partir d'un pays pour aller ailleurs. Écoute, moi, chaque fois, je pense à ça. À chaque fois, je me dis, mon Dieu, là, je partais ailleurs. Je dis bye-bye à mon environnement, bye-bye à ma famille, bye-bye à mes frères, mes cousins. Je pars, puis c'est un choix de vie, là. C'est un deuil de mon vivant. Ouais. Ah! Mais le pire, c'est que toi et moi, on se dit, les chances que ça nous arrive sont minces. On se le dit, là, puis on devrait pas, mais on se le dit, tu sais, on est quand même chumé avec les États-Unis. Ça m'étonnerait qu'ils nous envahissent, mais tu sais, on est quand même chumé. Bon. Mais tu sais, les chances que ça nous arrive, mais combien de personnes à qui c'est arrivé et qui se disaient la même maudite affaire? Complètement. Les chances que ça nous arrive, peu importe où est-ce que t'es, là, où les gens ont accumulé fortune, maison, ils ont des sous de côté, et là, du jour au lendemain,
il y a une bombe qui explose, le tremblement de terre, et là, ils doivent partir à la course. Ils n'ont pas le temps de faire leur valise, et là, ils ont tout perdu. Ouais. Ils ont vécu ce que tu viens de décrire. Là. Ouais. C'est fou pareil. Hein? Ouf. Ouais. Ouais. Je comprends. C'est alors, deux belles causes. c'est extraordinaire qu'un pays reçoive. Ben oui. Bien sûr. Oui. Mais c'est une chance inouïe que d'avoir des personnes qui choisissent de venir ici et qui veulent grandir, qui veulent participer. On est chanceux en tabarouette. Tellement. Très chanceux. Je vais te poser une question avant qu'on aille à la pause. Avant que tu embarques dans l'aventure du bénévolat puis d'être porte-parole, t'avais-tu des gens qui t'inspiraient à vouloir t'engager, à vouloir donner au Québec ou même ailleurs, des modèles pour toi? C'est drôle parce qu'il faut reculer, pas à peu près. Là. Quand même 64-5 ans. De mémoire, c'est, j'ai l'impression que c'est... Et pourtant, je ne m'étais même pas attardé beaucoup. Je pense que le mouvement bouddhiste, les bouddhistes j'étais toujours la bonté, la bonté des bouddhistes. Adolescent, je voyais, puis je faisais, ils sont sur la terre, puis c'est comme si ce qui compte, c'est être, juste être et avec de la bonté. On dirait qu'ils ont mis de côté ils réussissaient à mettre de côté les travers de l'être humain. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est là, et peut-être parfois des... je sais pas, un beau dommage. Michel Rivard. Je recule dans le temps, là. Michel Rivard, lorsqu'il prenait la parole, parce qu'il y avait un souci de l'autre. Ouais. Il y avait ce souci de l'autre quand il prenait la parole. Ouais. Ça me reste. Ça, je pense que c'est... Je l'avais nommé, ouais. Deux belles sources. Ouais. Deux belles sources. Ouais. Ben, je les vois. Je les vois en toi. Petite pause, petite transition. Après ça, on s'en va jouer à piger dans le chapeau. Oh! Pige dans le chapeau! Oh! On va jouer! Vous êtes à l'émission Porte-Parole avec Jean-Marie Lapointe et j'ai la chance d'avoir devant moi un beau bonhomme du nom de Francis Redé qui dit qu'il a 64-65 ans, mais c'est pas vrai. Il y en a encore 46. 45-46. Puis encore là, des fois, t'es gamin, hein? Ah, ça, regarde, là, t'as dit jouer, Gabin. On s'en va jouer. Alors, dans le chapeau, d'ailleurs, du défi sportif, dans le chapeau, il y a plein de questions existentielles, philosophiques, à développement. Tu as le loisir de piger. Il y en a vraiment beaucoup en passant. Ouais, tu piges ton propre sort. Allez, voilà. Alors. Si tu avais un pouvoir magique. Oui. Si j'avais un pouvoir magique. Ça serait quoi? J'ai l'impression que ce serait de pouvoir annihiler l'angoisse des gens. Parce que c'est une chose qui paraît pas. C'est une chose qui détruit les gens de l'intérieur. Puis à chaque fois, j'ai l'impression que je ressens l'angoisse chez l'autre quand elle est présente. Puis ça me fait toujours de la peine. Et quand tu es devant cette personne-là qui vit de l'anxiété et de l'angoisse, qu'est-ce que tu fais?
J'ai l'impression que je vais rester là tant que je vais la sentir. Que je vais essayer de participer à ce que le nœud soit défait pendant un temps. Regarde, c'est ça. Et c'est ça que je fais, je suis sûr. Pas que je réussis, mais c'est ça que j'essaie de faire. Mais au moins, tu as l'intention de rester. Oui. C'est surtout pas m'en retirer. Non. Surtout pas. Ou pire encore, hey, good, ça va bien aller. Ça marche pas, ça. Non, vraiment pas. C'est beau. Ça. Mais d'être capable d'être accompagnateur dans l'inconfort, dans l'angoisse de l'autre, sans en ajouter. C'est ça. C'est grand déjà, là. Oh, c'est un long papier, là. Wow! Oh, oui. Long papier. Si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'un personnage fictif, ce serait qui? On va aller voir qu'est-ce que tu as lu comme livre, comme bande dessinée. Eh bien, Peter Pan. Oh, que j'aime ça! Peter Pan. C'est sûr que j'aimerais ça. C'est sûr que j'aimerais ça sortir par la fenêtre. J'aimerais ça fly avec Peter Pan. J'aimerais ça être sur la grande table où il n'y a rien à manger, mais que l'imagination fasse en sorte qu'on déguste, qu'on sente, qu'on goûte, qu'on rigole, qu'on a du fun. C'est clair. C'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, Peter Pan aurait drôlement le tour de faire disparaître l'angoisse chez quelqu'un. Clair. C'est sûr, sûr. Oui. Il y aurait de la magie là-dedans. Peter Pan. Peter Pan. Oui. OK. Qu'est-ce qui sera écrit sur ta pierre tombale? Oh mon Dieu. Wow. Épitaphe. Sur ton épitaphe. Qu'est-ce que tu imagines? Le plus sincèrement du monde. La même chose que la pierre tombale à côté. La même chose que la 6e pierre tombale à droite. C'est mon nom. Je suis le mari de Brigitte. Rien d'autre. Non. Rien. Parce que il me semble que lorsqu'on décède, nous sommes tous ensemble, égaux, pareils. Et c'est tout. C'est tout. Je voudrais pas qu'il y ait une phrase de plus. Je voudrais pas ça. Sincèrement, je voudrais pas ça. OK. Non. Je veux que lorsqu'on regarde le nom de mon nom, ou qu'on regarde le nom de mon père, ou qu'on regarde le nom de, je sais pas moi, Adolphine à côté, que les gens se souviennent de quelqu'un qui a vécu sur Terre. Et c'est tout. Avec une date d'arrivée puis une date de sortie. Complètement. C'est tout. Ouais. Parce que souvent, la question, quand on la pose, les gens pensent à une forme d'héritage spirituel, culturel qu'on laisse derrière soi. Alors, t'es pas là-dedans, toi. Non, l'héritage est dans le cœur, il est dans la tête des gens, il est dans les souvenirs de moments de vie, les souvenirs, c'est ceux-là. Quand j'anime mon émission sur ICI Musique, avant chaque début d'émission, je lève les yeux au ciel et il y a ma mère qui est là. Elle regarde, celle qui m'a donné le goût de la musique classique, celle qui m'a donné le profond amour de cette musique-là. Okay? Il y a elle. Chaque début d'émission. Et depuis que ma belle-maman est décédée, elle est assise à côté. Et les deux, chacun à leur façon, me donnent le kick d'avoir le goût d'être vraiment avec les autres quand je parle, quand je raconte une histoire. Sur la pierre tombale, il n'y a rien d'écrit, autre que leur nom. Ben voyons. Il y a ma mère, son âge, tout le temps, et pour Yolande, ben, il y a son nom, son âge. Mais ça, ce que je garde d'elle, qui est immense, il y a plein de phrases, là, je garde d'elle, mais elles sont toutes là marquées en moi.
Elles me l'ont transmis. Pas besoin de l'écrire sur une pierre tombale. Ce qu'elles sont, ce qu'elles étaient. Donc, que ce soit maman Roxane ou belle-maman Yo-Yo. Les phrases t'habitent, ouais. mais elles n'ont pas besoin d'être transcrites ou gravées. Exactement. OK. Ouais. Mais on fait l'exercice. Pousse plus loin ta réflexion. Tes enfants, tes amis, ta famille, Brigitte, ceux qui te survivent. Ouais. Ce serait quoi la phrase que t'aimerais? Qui marine dans leur cœur quand ils évoquent le nom de Francis Redé. Il y en avait de la vie. Avec Francis. Ah, que c'est beau. Il y en avait de la vie. Avec Francis. Ouais. Parce que oui, il y avait de la vie dans lui, mais il y en avait de la vie avec Francis. Ouais. Ah, wow. Wow, c'est beau ça. J'aime ça. Ah, c'est le fun. Alors, quelle a été la plus grande surprise de ta vie? Moi, j'aime ça quand l'invité il garoche un wow après une question. La plus grande surprise de ma vie, c'est de... Je pense qu'on ne me croira pas, là. Mais je vais le dire pareil. C'est de réaliser à quel point avoir des enfants, c'est le bout du bout du bout de tous les bouts. Pour moi, là. Probablement parce que je ne pensais pas que ce serait le bout. Parce que c'est là où la nuance est importante. Je m'imaginais, moi, là, que j'allais faire 1000 choses dans la vie, puis que avoir des enfants, ça faisait pas partie de mon chemin. C'est ça. Comprends-tu, là? Avant, là, quand j'avais 15, 18, 20, 22, 25 ans, là, je pensais... Je me rappelle, j'avais dit à ma sœur, à ma grande sœur, je pense que j'aurai jamais d'enfant. OK. Et je le pensais. Je le pensais. Parce que j'avais trop de choses à faire, trop de choses à voir, trop de choses à... Tout! Et que je voulais profiter de chaque événement. Et quand c'est arrivé, et c'est pas nécessairement c'est pas le miracle de la naissance. Là. Non. C'est la merveille, extraordinaire merveille que d'être présent en quantité. On a beaucoup, beaucoup parlé dans la vie de c'est important, la qualité que tu donnes et non plus que la quantité. Bullshit. C'est la quantité qui compte. C'est pas la qualité. C'est parce que quand tu as la quantité, chaque détail, tu le vois. Chaque moment, tu les vois. Tu connais l'enfant. Tu le connais pour vrai. Alors, dans le quotidien, dans le petit quotidien, là. La quantité d'événements dont tu es témoin impliquant tes enfants. Oui. On parle juste de tes enfants. Oui. Là. On parle pas des autres enfants. Non. Mais la quantité là, de tout ce que tu vois, de tout ce que tu perçois, de tout ce que tu ressens, ben, je sais que tu es un gars intense. Ouais. C'est à ça que tu dis que c'est le bout du bout du bout c'est du ça. bout. Exactement. C'est ça. C'est ça. C'est le bout du bout du bout. Ça se peut pas. C'est trop cool. C'est trop cool. Autant dans les... C'est parce que c'est la vie. C'est la vie. 1000 fois plus que toutes les autres choses que j'ai pu accomplir au plan du travail, de la découverte, de ce que j'ai pu manger, de ce que j'ai pu voir. N'ai fait plein. Mais ça, là, le doute qui peut apparaître chez un enfant, c'est fantastique parce que tu es complètement attaché à ça. Tu participes à la vie. Oui, mais ça, Francis, non seulement il faut avoir des enfants, mais deuxièmement, il faut être présent. Mais oui, mais c'est ça, quand je t'ai dit, c'est pas la qualité, c'est la quantité. Puis d'être présent à cette quantité-là. Oui. Alors, tu imagines, parce qu'il y a plein de parents qui nous écoutent, il y a plein d'enfants, et les parents qui t'entendent, qui se disent hey, est-ce que je suis présent à toutes ces quantités-là?
parce que le spectacle se déroule à tous les jours. Et ça prend un gars qui a vécu loin de sa famille pour me dire ça. Là, tu le réalises à quel point, hey boy, c'est pas pour rien que tu as pris une pause de porte-parole pour être présent. Ah ouais. Gars. Hein? C'est beau. Ouais. Est-ce que tu dirais que Brigitte est aussi folle que toi? Au niveau du bout. Oui. OK. Oui, complètement. Officiellement. Officiellement, C'est le fun. puis je me permets juste de dire un petit détail. Elle a été très, très impliquée dans les écoles, les écoles publiques, les écoles où allaient nos enfants. Et elle était tellement présente qu'elle voyait à quel point certaines écoles avaient des besoins énormes, puis elle a fait en sorte que l'école secondaire où les enfants allaient a été totalement rénovée par son énergie, Elle a pris ça, là, parce que ça n'a pas de sens que mes enfants et les 1800 enfants qui sont à cette école-là soient dans cette école-là. Et donc, elle a pris son grabat, elle a marché, puis elle a fait bouger la commission scolaire. Je te jure, là, elle a initié et il y était 2 ou 3 parents, c'est tout. Puis elle a fait changer tout, là. C'est extraordinaire. Donc, c'est parce qu'elle était au bout du bout, vraiment présente. Elle voyait que elle allait à l'école, voir comment ça se passait. Elle voyait comment nos enfants se sentaient là, mais surtout, elle observait les autres aussi. Donc, elle connaissait le quotidien des autres enfants aussi. Alors, c'est hâte de voir qu'elle aussi, loin des caméras et des micros, était porte-parole. Oui. Oh, gars, pas rien qu'un peu. Fie-toi sur moi. C'est bon. C'est bon. Ouais. Si tu avais la possibilité de passer une journée de ta vie en compagnie d'une personne, connue ou pas, vivante ou décédée, ce serait qui? On n'est pas dans l'imaginaire, là. On est dans des personnes qui ont vécu. Illimité. Ouais. Je pense que... je pense que... Je me demande si ce n'est pas Jésus. Parce que... c'est quand même intriguant de savoir qu'est-ce qu'il faisait, ne faisait pas, comment il était. Autrement dit, on dit l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Ben, j'aimerais ça pouvoir être l'homme qui a vu l'ours tout de suite, comprendre quel était ce charisme-là à l'époque pour que ça provoque tout ça. Ah ouais. Pourquoi une religion est née à partir de ça? Pourquoi tout ça? Parce que je suis curieux de voir, parce qu'il y a bien d'autres religions qui sont à partir de... Ils ne sont pas à partir de miracles, mais à partir de réalité, de vie. Et là, je serais curieux de savoir. Oui, parce qu'au-delà qu'il est né de la Vierge Marie, au-delà qu'il a lui-même fait des miracles, au-delà de ses enseignements, il y avait quelque chose qui habitait cet âme. Mais c'est ça. Alors donc, c'est quoi ça? C'était quoi ça? C'est quoi ça? Alors là, je pense que ma curiosité, au-delà qui n'a rien à voir avec la religion. C'est ma curiosité de connaître l'être humain pour essayer de comprendre comment ça se fait que tout ça a provoqué tout ça. Parce que cet être humain-là sur Terre a provoqué tout ce qui s'est passé par la suite. Peut-être que c'est ça. Puis c'est quand tu grattes, tu épluches ses enseignements. Tu te dis, c'était pas banal comme bonhomme. Ben non. Tu sais, on en a eu des grands leaders, on en a eu des grandes inspirations spirituelles, tu sais. Mais c'est vrai que Jésus, là, comme CV, c'est pas pire. Ben, tu sais, Mahomet aussi. Ben oui. C'est quand même, là, wow! Bouddha! Tu passes les divinités hindoues aussi, là, t'as pas fini. Non. C'est pas pire. OK. Moi, c'est parce que j'ai en tête que t'as un parcomètre qui achève bientôt. Puis je veux pas que tu pognes une étiquette. Je vais quand même aller à la question, ici. Si tu avais une baguette magique et qu'il t'était accordé un
seul vœu, quel serait-il? Quelqu'un me demandait l'autre jour, là c'est spontané, OK? Quelqu'un l'autre jour me disait, est-ce que l'empathie, ça peut... Je pense que c'était là, quand on s'était fait poser ces questions-là. Avec Mario Girard de la presse? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui peut, qui est en soi ou qui peut s'enseigner ou qu'on peut s'acquérir avec le temps, avec les événements de la vie? Et puis, je pense que c'est de donner une dose d'empathie immédiate. Pouf! Dans chaque être humain. Juste une dose, tout de suite, stouf. Il me semble que ça changerait quelque chose. Mais en fait, l'empathie, elle est innée. Alors, il faudrait poser la question, comment ça se fait que tu souhaites ça? Parce que tu as vu des exemples de personnes qui ont l'air dénuées d'empathie. Ouais. C'est plutôt ça la question. Comment ça se fait? Mais, OK, si c'est inné en chacun, oui. Alors j'aimerais avoir le talent que j'aimerais avoir, la baguette magique, c'est d'enlever la barrière ou d'enlever, c'est ça, de pouvoir enlever cette barrière-là, ce filtre-là, c'est ça, qui fait en sorte que, elle pourrait s'exprimer spontanément. D'enlever les entraves. Voilà, exactement. Bon. Ben, ça, je peux te fournir un bulldozer, ça devrait faire. Pas sûr. Une dernière question, puis après ça, je te laisse filer. OK. Qu'est-ce qui actuellement, dans la vie, OK, quel est ton plus grand défi dans la vie actuellement? Ton plus grand défi actuellement dans la vie? Mm-hmm. Ah! Mon plus grand défi. J'aime ça, cette question-là, parce que je ne me suis pas attardé à ça. C'est pour ça que je l'aime. Mm-hmm. Mon plus grand défi. C'est peut-être. C'est plus grand. Tu as posé la question le plus grand défi. Ou ce qui t'apparaît comme étant un gros Christy challenge, là, présentement. Là. Qu'est-ce qui te met au défi présentement dans ta vie? Qu'est-ce qui te challenge? OK. C'est assez large, mais parfois, le lâcher-prise. Oh, que c'est bon. Le lâcher-prise. T'es allé le chercher loin, lui, hein? Ouais. OK. Le lâcher-prise parce que il y a des fois où... Ah oui! Oui, le lâcher-prise. Lorsque je suis convaincu qu'il faut que quelque chose soit fait, ou que tu es convaincu, mais... Puis là, je suis pas capable de faire comme, OK, laisse faire ça. Laisse faire. Ouais. Ouais, le lâcher-prise, autant au plan, ça peut être un lâcher-prise matériel, ça peut être un lâcher-prise d'une idée, ça peut être un lâcher-prise de... OK, ça peut pas aller pour l'instant. Rien à faire. T'as pas le contrôle. T'as pas de contrôle là-dessus. Je n'ai pas le contrôle. Lâche-prise, c'est ça. Et je pensais que ça venait avec la sagesse du temps. Et non. Pas tant. Non, pas tant. Mais ça indique que, à date, ta moyenne au bâton d'obtenir ce que tu veux ou de régler une situation ou un problème est pas pire. Oui. Oui, tu as raison. À date, ça a l'air, parce que tu as l'air d'être pas pire en contrôle, mais quand tu n'as pas le contrôle, puis quand ça marche pas à ta façon, puis qu'il ne semble pas avoir d'explication, c'est tough. C'est tough. Laisser aller. C'est tough. C'est tough. J'essaie d'analyser tout ça. En fait, je suis un beau coquin. La vraie dernière question, la voici. Je veux que tu complètes la phrase. Oui. Tous mes invités l'ont, cette question-là. Parce que, tu sais, il y a une vingtaine de questions dans le chapeau. On ne sait pas qu'est-ce qui va popper. Alors, la dernière, c'est Francis Redé. C'est 3 petits points.
Je pense que Francis Redé, c'est un porteur de désir de partage de bonheur. C'est ça. C'est c'est quelqu'un, c'est effrayant, je fais jamais ça être à la troisième personne. J'aime pas ça. J'ai jamais été capable, j'ai jamais même utilisé cette structure-là de Francis Redé, il veut, je suis pas capable de faire ça. T'es dérouté, là. Oui, mais c'est ce désir de partager cette merveille qui est un instant de bonheur. Mm-hmm. Tu veux créer autour de toi Ouais. des ambassadeurs de bonheur. Oui. Puis que les gens portent le bonheur. Ouais. Un Ouais. peu comme toi, tu le portes bien. Donc, c'est pas l'émission porte-parole, c'est porte-bonheur. C'est ça qu'on aurait dû la sous-titrer avec toi. Regarde, tu sais quoi? Là, parce que là, on a parlé de moi. Je trouve ça complètement fou qu'on ait parlé de moi pendant tout ce temps-là. Parce que je trouve que c'est une situation presque absurde, Jean-Marie. Parce que tout ton parcours de vie, avec toutes les embûches, de nombreuses embûches, font en sorte que du bonheur, tu en offres à chaque maudit instant de la vie, à tous ceux que tu côtoies, dans tous les instants. Et puis, porte-parole, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être toi qui nous parle de ça. Puis j'espère que tu vas le faire tout au long de toutes tes entrevues, parce que c'est tellement utile ce que tu peux nous offrir, tellement utile que je veux que tu le fasses. Je veux que tu... Bien sûr, tu as cet art de t'attarder aux autres, là, Ouais. mais là, attarde-toi aux autres en offrant ce que tu as à offrir aussi. Ben, c'était le Francis Redé, c'est 3 petits points. Tu me demandes de faire le 3 petits points avec plein d'invités que je vais recevoir. Oui. Tu veux que je Voilà, partage c'est ça. ce qui m'habite comme bonheur Oui. avec les autres? Oui. Si tu es attentif, à travers mes questions, il y a un peu de ça. Parce que tu sais faire des entrevues toi aussi. Ouais. Mais je l'entends, puis c'est pas pour rien que Marie-Philippe, mon agente, a eu l'idée de faire ça avec moi. Elle dit, Jean-Marie, tu es un porte-parole. Oui. Donne la parole à d'autres. Tu vas rencontrer des gens, puis tu vas avoir des belles découvertes. Et tu l'incarnes. Tu incarnes l'invité que tu pourrais faire. Clairement. Avec qui tu pourrais faire l'entrevue. Clairement. Alors, mais aujourd'hui, c'est à toi, mon invité. Alors, fais le smart, puis tu m'inviteras. OK. Alors, merci, Francis Redé, pour cette belle heure. Belle heure. Merci. Je t'aime. Je t'aime et je t'embrasse. Idem. Alors, porte-parole, c'est quoi? Ben, c'est une idée originale qui a popé dans la tête de Marie-Philippe Lemarbre et de Jean-Marie Lapointe. Le directeur radio, je veux dire un gros merci à mon cousin Philippe Lapointe. Jean-Sébastien Laliberté comme chef à la diffusion. Mathieu Tessier, qui est notre réalisateur et responsable de la mise en onde. Merci aussi à Gerly Ormelet pour les réseaux sociaux. Alors ici, Jean-Marie Lapointe, je vous dis un gros merci d'avoir été avec nous, puis on se dit à bientôt.